Rappelez-vous de cette situation. Vous éclatez de rire devant une blague, mais quelques instants plus tard, une voix intérieure vous murmure « Était-ce vraiment drôle ?» Avez-vous déjà fait l'expérience de ce moment étrange où un ami fait une blague qui, à vos yeux, n'en est pas vraiment une, mais qui semble faire rire tout le monde autour de vous? Aujourd'hui, on va explorer le sujet de l'humour noir qui nous fait rire et réfléchir en même temps. Que se passe-t-il quand une blague devient le reflet de nos préjugés et de notre société? Comme toujours avec ce genre de vidéo, je vous invite à regarder la vidéo en entier avant de commenter, mais ensuite je vous lirai avec grand plaisir pour débattre en commentaire. Pour vous donner un peu de contexte sur cette vidéo, prenons un instant pour remonter dans le temps. J'adore l'humour noir, l'humour sarcastique, les blagues mordantes, le côté pince sans rire caractéristique, les messages subtilement transmis, le fait qu'on puisse s'en servir pour se moquer de soi-même et pour critiquer la société, globalement, c'est un truc qui me plaît. Apparemment, les coups de cutter dans les tentes et couler des bateaux, c'était pas assez. Faut aussi virer les survivants. Ah oui, comment on fait pour exploiter les ressources et la main-d'œuvre chez eux s'ils viennent chez nous? Voilà. Mais il y a quelques années, alors que j'arrivais en école d'ingé, j'ai découvert que certaines traditions, certaines blagues perduraient et que, au lieu de susciter le rire chez moi, elles avaient plutôt tendance à me laisser un goût amer. Ces chansons, ces traditions qui plaisantent parfois de sujets aussi graves que le viol m'ont un peu alarmée, mais surtout m'ont fait réaliser que ce que certains cachent sous couvert de l'humour noir, même de l'humour de manière générale, peut parfois franchir des limites et ces prétendues blagues prennent le risque de devenir des véhicules d'idées préjudiciables, surtout dans un contexte comme celui des grandes écoles qu'on peut connaître. Face à ces situations, on se retrouve souvent avec des options plutôt limitées. On peut choisir de ne rien dire et regretter par la suite de ne pas avoir osé exprimer ce qu'on ressentait quand on a entendu ces paroles. On peut aussi répondre avec une blague encore plus noire, dans l'espoir d'être perçu comme quelqu'un de drôle, de stylé, de populaire, tout en regrettant intérieurement cette réaction. Ou alors, on peut décider d'expliquer clairement le problème. Mais c'est prendre le risque de passer pour la féministe, relou, hystérique, gauchiste, woke de service, et ce qui peut mener à des discussions souvent pas très confortables qui gâchent l'ambiance et c'est rarement agréable. Et j'avoue m'être parfois demandé si le problème c'était pas moi. Est-ce qu'ils avaient pas raison finalement? On peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Et c'est là que ma vidéo prend tout son sens. J'ai envie de plonger plus profondément dans toutes ces questions autour de l'humour noir et de l'humour de manière générale. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut rire avec tout le monde? C'est un sujet qui est assez sensible, qui fait d'ailleurs un peu écho à ma vidéo sur la cancel culture, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. J'aime aborder des sujets qui me touchent, et j'avoue que moi, les blagues sexistes, racistes, homophobes, ça me fait rarement rire. Donc j'avais envie d'en parler. Avant tout, il est nécessaire de comprendre les nuances qui séparent l'humour noir du vaste monde de l'humour en général. L'humour noir, tel que défini par le saint graal de toute recherche contemporaine, Wikipédia, est une forme d'humour qui s'attache à souligner avec cruauté, amertume et parfois désespoir le caractère absurde de certains aspects de la réalité et du monde dans le but de faire rire ou divertir un public. Souvent, cela consiste à évoquer de manière détachée les choses les plus horribles ou contraires à la morale en usage, notamment tout ce qui peut toucher à la mort. L'humour noir est souvent considéré comme étant une arme de subversion, permettant aux auditeurs de s'interroger ou de réveiller leur esprit critique en provoquant la gêne. So if you look to this graph, for example, this is the death of Israeli and Palestinians, and it's changing from 1 year to year. It's like fluctuating like crypto. So my question is today, what is the going rate today for human life? L'idée derrière n'est pas de faire souffrir, mais plutôt de faire réfléchir sur la valeur d'un événement, son ancrage dans la réalité, etc. C'est une forme de catalyseur qui nous pousse à réfléchir tout en nous faisant esquisser un sourire. Cependant, c'est un humour assez subtil parce qu'il y a une très fine ligne entre humour et offense, difficile à définir puisqu'elle dépend du contexte, de l'époque, de la morale en vigueur, du sujet traité, du public, etc. Ce qui peut être hilarant pour certains et certaines peut être troublant, déstabilisant, voire désagréable pour d'autres. Et c'est là le défi de jouer avec ce paradoxe où on rit de choses qui, dans d'autres contextes, pourraient susciter des larmes. Réussir cette prouesse, c'est un art. Mais un art qui devient parfois prétexte pour exercer des préjugés sous le voile de protection qu'est l'humour. Et le fait est qu'aujourd'hui, l'humour noir, en explorant des terrains souvent sensibles, nous pousse à nous interroger sur les limites de la tolérance. Peut-on rire de tout?
La fameuse phrase de Pierre Desproges « on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde » résonne souvent dans les débats qui peuvent émerger sur les réseaux sociaux, notamment quand des blagues sont mal perçues par un certain public. Cependant, le contexte initial de la citation est souvent omis, puisqu'elle a été prononcée lors d'une émission avec pour invité Jean-Marie Le Pen, elle traduit donc moins d'une morale que d'une position politique. Peut-on rire de tout et peut-on rire avec tout le monde? Alors je répondais oui, c'était Le Pen, et je répondais oui, on peut rire absolument de tout, Mais pas avec tout le monde. mais pas avec tout le monde. Ah bon. Voilà, c'est la seule restriction. Il y a des gens qui, je veux dire, un nazi en uniforme, un officier SS, j'ai pas envie de me taper sur la bedaine pour rire. Voilà. Ainsi, ce qu'il faut comprendre initialement, c'est pas on peut rire de tout, mais pas avec les gauchistes susceptibles, mais plutôt on peut rire de tout, mais pas avec les personnes dangereuses et irrespectueuses, surtout sur leur sujet de prédilection. Ce qui est assez marrant, c'est que cette citation, elle est souvent brandie par ceux qui affirment qu'on ne peut plus rien dire et qui critiquent la cancel culture, mais le contexte originel, il est crucial. Le message, c'est « je ne vais pas rire avec toi si t'es raciste, homophobe ou sexiste, parce que pour toi, c'est pas juste une blague, c'est un moyen d'insulter, de discriminer, et c'est du premier degré. » Mais ça pose quand même deux questions fondamentales. La première, quid, qu'en est-il de la liberté d'expression si chère à la France? Et la seconde, les prétendus défenseurs de la tolérance ne sont-ils pas les plus enclins à devenir intolérants lorsqu'il s'agit de blagues? Concernant la liberté d'expression, il est indéniable que chacun a le droit de s'exprimer librement, notamment au travers de l'humour. Et personne ne devrait être emprisonné pour une blague de mauvais goût. Cependant, il est aussi légitime que des personnes se sentent libres d'exprimer leur mécontentement et de critiquer une blague jugée irrespectueuse. Il est un fait sur lequel, je pense, on peut s'accorder. Il est vrai qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de s'exprimer sans être contraint de justifier nos propos. Mais si on est nostalgique d'une époque pendant laquelle on était libre de critiquer, discriminer pour une couleur de peau, une orientation sexuelle, cela soulève un point important. Est-ce que cette nostalgie, elle indique pas des biais profonds, potentiellement racistes, homophobes ou sexistes, voire des biais plus subtils mais qui mériteraient d'être examinés? Quant à la question de la tolérance, qu'on m'a déjà posée à de nombreuses reprises en tant que pionnière de la tolérance, c'est faux, c'est l'occasion d'introduire un concept qui est assez fascinant, qui est le paradoxe de la tolérance. Pour comprendre ce paradoxe, commençons par définir le terme tolérer. Tolérer signifie considérer avec indulgence quelque chose, un comportement, sans le punir, en le laissant passer. C'est supporter quelque chose qu'initialement on n'aurait pas forcément envie de supporter, c'est donc un effort parce qu'on ne peut pas tolérer quelque chose qui ne nous pose aucun problème ou pour lequel on n'est pas victime. Et le paradoxe de la tolérance, il affirme que si une société est tolérante sans limite, alors sa capacité à être tolérante est finalement détruite par l'intolérant. En gros, ça fait écho à la fameuse phrase « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Dans son essai « La société ouverte et ses ennemis », le philosophe Karl Popper aborde ce problème en soulignant que pour maintenir une société tolérante, il est indispensable que la société soit intolérante à l'intolérance. Ça ne signifie pas l'interdiction pour certaines personnes de s'exprimer. Il faut éviter la censure tant que des arguments rationnels peuvent venir contrer les propos intolérants. Mais il faut se réserver le droit de supprimer ces propos si nécessaire. Et c'est ce droit de dérogation qui pose problème à certains intellectuels à propos du camp du bien. En effet, si on considère que la tolérance est une vertu, elle ne peut se cantonner dans l'intersubjectivité vertueuse. Celui qui n'est juste qu'avec les justes, généreux qu'avec les généreux, miséricordieux qu'avec les miséricordieux, etc., n'est ni juste, ni généreux, ni miséricordieux. Pas davantage n'est tolérant celui qui ne l'est qu'avec les tolérants. Je ne crois pas à la tolérance infinie et indéterminée. Cependant, cela ne signifie pas renoncer complètement à la tolérance pour ceux qui ne la respectent pas. Déjà parce que je pense que ce serait idiot. La possibilité de discuter et de débattre des idées est beaucoup plus productive à mon goût pour la société que leur interdiction. Toutefois, lorsque cette possibilité est rompue, lorsque la menace devient bien réelle, typiquement lors de la montée du nazisme, revendiquer le droit d'interdire une action intolérante devient impératif. C'est ça qui est hyper intéressant mais très complexe, c'est que pour que la tolérance existe, il faut qu'il y ait des choses intolérantes. Et ça n'affaiblit pas la tolérance pour autant, c'est juste que c'est un équilibre délicat. En gros, c'est un peu comme les théories du complot. Pour que la science et la vérité prévalent, nous devons accepter les pensées divergentes, le doute, l'erreur, mais éviter à tout prix le relativisme et le scepticisme excessif qui entravent l'action, la communication et l'apprentissage. Mais est-ce que je vais pas trop loin dans ma réflexion pour une simple blague? Parce que c'est vrai qu'on minimise souvent en disant que c'est juste une blague, qu'il faut pas tout prendre au premier degré. Alors je me suis demandé, est-ce que les blagues sont aussi anodines qu'elles le semblent? Prenons le cas d'une blague sur le viol. D'abord, rappelons qu'en France, plus d'une femme sur 10 subit un viol au cours de sa vie. Donc malheureusement, quand on fait une blague de ce genre, il y a quand même une probabilité très élevée que quelqu'un dans le public soit affecté ou concerné.
Mais surtout, le viol a des conséquences graves sur la vie des survivants, allant du syndrome du stress post-traumatique à des impacts sociaux, physiques, émotionnels. Donc même si la blague ne génère pas de réponse directe, elle risque fortement de nuire aux relations entre le blagueur et certains membres du public. Mais est-ce qu'il existe un impact plus global sur la société ? Alors ça dépend de plusieurs facteurs, mais plusieurs études s'accordent sur le fait que des hommes soumis à un humour sexiste dans un environnement qui est déjà hostile vont devenir plus tolérants à des événements sexistes. En d'autres termes, certaines études expliquent que les blagues racistes, sexistes sur le viol vont venir renforcer les préjugés déjà existants plutôt que les atténuer. En gros, même si les plaisantins ne sont pas eux-mêmes activement misogynes, ils peuvent encourager les autres à l'être. De plus, plusieurs études ont montré que les hommes exposés à de l'humour sexiste ont une plus grande propension à commettre des violences sexuelles contre les femmes, notamment des viols. Ainsi, une étude menée par l'université de l'IEA sur les effets des blagues sexistes sur les hommes a conclu que ceux exposés à ce type d'humour et ayant écouté différents scénarios de viol hypothétiques étaient plus susceptibles d'accuser la femme de l'histoire d'être à l'origine du viol. L'étude a également révélé que les participants étaient moins enclins à considérer le viol comme un crime grave et suggéraient des peines plus courtes pour les violeurs condamnés. C'est pourquoi les blagues sur le viol, elles n'offensent pas seulement les victimes, mais elles valident aussi le comportement des agresseurs. Puisque certes, on a parlé du nombre de victimes, mais malheureusement, s'il y a des victimes, il y a aussi de grandes chances qu'il y ait des agresseurs dans le public qui entend la blague. Agresseurs qui peuvent avoir l'impression que leur comportement est validé, ou même ne pas se rendre compte que ce comportement est problématique. Donc non, une blague n'est jamais simplement une blague. Et en utilisant cette excuse du simple humour, on évite de parler du fond du problème et on minimise les préoccupations légitimes de ceux qui critiquent. Maintenant, posons-nous la question. Quand on fait de l'humour au quotidien, ces petites blagues qui sortent naturellement, qu'elles soient teintées d'humour noir ou non, est-ce qu'elles révèlent quelque chose de plus profond ? Les blagues ne sortent pas de nulle part. Si elles nous font rire, c'est parce qu'un lien, une connexion s'est fait dans notre tête, même si on n'est pas forcément d'accord. C'est typiquement le cas des blagues sur la Shoah, faites au lycée souvent dans la période de cours d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Comme on était quotidiennement confrontés au sujet, c'est logique qu'une association d'idées se fasse entre la cuisine, le four crématoire, etc. Et on peut juger que c'est déplacé, inadapté, scandaleux. Oui, mais ça reste logique puisque c'est placé dans un contexte qui explique cette association d'idées. Maintenant, si ces mêmes blagues vous viennent naturellement, des années plus tard, est-ce que ça traduit pas d'une tendance inquiétante à mettre en avant des associations d'idées désobligeantes, dérangeantes, malsaines ? En d'autres termes, quand l'humour noir devient un réflexe quotidien, je pense qu'il est essentiel de s'interroger sur les croyances profondes que nous pouvons porter, croyances qui peuvent être plus inquiétantes qu'amusantes. Est-ce que ça signifie qu'on peut plus faire aucune blague sur le viol, aucune blague avec un fond raciste, homophobe, sexiste ? C'est difficile à définir. Et c'est là que l'empathie entre en jeu. Je pense honnêtement qu'il existe un espace où il est tout à fait possible de faire ce genre de blagues en les soulignant pour mettre en avant les problèmes sociétaux sans jouer sur le côté lugubre. Le viol, les guerres, les actualités sordides sont des réalités malheureuses, des problèmes bien trop concrets pour être ignorés en interdisant les blagues de ce genre. Je peux vous trouver plein de chroniques radio, d'illustrations de journal qui font des blagues de ce genre, mais qui traitent du fond du problème en utilisant l'humour noir pour dénoncer une situation, pas pour s'en moquer. Le dernier en date, Bec BD, accusé de viol par une femme qui dit avoir eu 17 ans au moment de leur relation. Alors peut-être que l'amour n'a pas d'âge, mais quand elle avait 2 ans et qu'elle jouait avec son caca, il en avait 40 de plus. Il jouait aussi avec son caca, mais il faisait des livres avec. Cependant, la complexité réside dans le fait que ce qui peut sembler évident pour moi ne l'est pas forcément pour d'autres. Dans ce cas, rien ne vaut une discussion ouverte. Quel est le sous-entendu de la blague ? Quel est le message véhiculé ? L'objectif est-il d'émettre une critique, d'ouvrir la perception du public, de poursuivre l'essence même de l'humour noir, ou s'agit-il d'encore et toujours se moquer des mêmes personnes, des mêmes groupes de personnes sans aucune remise en question ? Arrêtons de prétendre que ce sont juste des blagues, car on a vu que c'était pas le cas. Et peut-être que oui, tu adores les chansons traditionnelles et faire des blagues sur le viol, et tu es libre de le faire. Mais accepte alors l'idée que ça puisse te faire passer pour un crétin. Bon, j'ai partagé mon avis un peu tout au long de la vidéo, mais concrètement, où est-ce que je veux en venir ? Déjà, j'ai eu ce débat à plusieurs reprises avec des gens au cours de mes études qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi, et j'espère que ça touchera ce public et que ça poussera à des réflexions sur la perpétuation de blagues, de traditions stéréotypées. Il est peut-être optimiste de penser que la frontière entre humour et offense est claire pour tous. La réalité, c'est que nos limites varient et que pour éviter que les préjugés persistent, il faut parler. Si vous choisissez de perpétuer des traditions offensantes ou de faire des blagues racistes du siècle dernier, il ne faut pas être surpris si cela influence la perception que les gens ont de vous. Ce n'est jamais juste une blague. L'ironie, la satire, la parodie, ce sont des outils de transgression pour questionner les normes sociales, dénoncer, humilier les puissants. Est-ce que s'en servir pour
Renforcer les préjugés et perpétuer des discriminations, c'est vraiment faire de l'humour. Mais il faut pas avoir de mauvaises intentions partout non plus. Oui, rions de tout, mais surtout de nous-mêmes. Perso, j'adore faire des blagues sur les groupes auxquels j'appartiens, les woke, les gauchistes, les féministes. C'est moi, et ça me permet de définir mes limites et de les dépasser. Je pense pas pour autant qu'il faille interdire les blagues des uns sur les autres au risque d'accentuer les fractures sociales. Plutôt que de s'indigner à chaque mauvaise blague, juste discutons, signalons-le, proposons des alternatives et utilisons l'humour noir à bon escient. En gros, je finirai en disant, on peut rire de tout, mais pas n'importe comment.